Ok les gars, on se retrouve à Kuala Lumpur en Malaisie. J'ai plein d'achats à faire, c'est pour ça que je suis en plein centre-ville et on va en profiter pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur YouTube, sur Instagram. Donc il y a tout, hein. Il y a qu'est-ce que je pense de la médecine en France de demain, l'évolution des études et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir ces études avec des enfants, pas avec des enfants, bref, plein de questions en vrac et on va traiter tout ça ensemble pendant que je fais mes quelques achats et je vous montrerai comme ça un petit peu la ville qui est assez sous-cotée et vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe ici. Ça fait quelques mois que j'habite ici et je vais vous transmettre un peu mon quotidien. Ok, donc c'est parti pour les questions. On a une première question de Domingo SBR sur Instagram qui nous dit « Tu penses que travailler 2 heures par jour en première, c'est suffisant pour faire médecine après ?» Alors ça, c'est un peu, vous êtes fait matrixer un peu par tout le délire des prépas qui viennent vous recruter de plus en plus tôt. Donc, vous avez des pubs dès la terminale et ensuite sont allés vous chercher en première. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les prépas médecine. En fait, le problème quand on a une prépa, moi qui en ai une, je connais cette problématique, c'est que les étudiants prennent la décision de rejoindre une prépa entre la fin de première et la rentrée de septembre. Donc ça te laisse en fait un petit créneau marketing pour essayer de capter le maximum d'attention. Et une solution pour ça, c'est d'aller recruter les élèves 1 an plus tôt, donc leur faire par exemple une prépa -1. Donc une prépa -1, c'est une préparation pendant la terminale. Donc ça permet non seulement de leur faire payer une année de terminale complète avec ta prépa, en général c'est une fraction du prix de l'année complète, mais ça les fidélise puisqu'ils ont déjà fait 1 an avec toi, ils ont beaucoup plus de chances de continuer avec toi pendant leur première année de médecine. Donc ça c'est une stratégie de marketing tout bête, mais après quand toutes les prépas se sont mises à faire des prépas -1, on a vu arriver les prépas -2, donc on vient chercher les élèves dès la première. Et en fait pour aller chercher les élèves dès la première, on va vous dire oui c'est dès maintenant, il faut commencer à bosser, il faut commencer à préparer votre dossier pour la médecine, etc. On va vous mettre ça dans la tête, ça va vous faire une sorte de peur et la peur vous fait passer à l'action et vous fait intégrer les prépas bien trop tôt à mon sens. Déjà que c'est pas sûr que ça soit très utile les prépas classiques comme on connaît en première année. C'est pour ça que nous on a fait une prépa différente qui se concentre uniquement sur la méthode de travail et qui aide les élèves un par un avec un coaching personnalisé 7 jours sur 7. Mais en première et en terminale, c'est vraiment pas utile. J'ai déjà des élèves qui ont essayé de rejoindre ma prépa pendant la terminale. Je les refuse systématiquement. Je leur dis hey, les gars, ça sert à rien de venir dès maintenant. Revenez quand vous arrivez en première année. Par contre, en terminale, ce que vous devez faire absolument, c'est roder votre méthode de travail. Il faut utiliser cette année où il y a assez peu de pression pour vous mettre vous-même la pression sur l'hygiène de vie, la discipline et la méthode de travail. Et comment on fait? Eh ben, on vise le maximum. Il faut que vous soyez dans les meilleures notes nationales au bac. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout du bac en soi. C'est vraiment pas très important. C'est pas ça qui va vous donner la médecine. C'est pas ça qui va déterminer si vous allez réussir en médecine ou non. Mais c'est juste pour vous donner un objectif tellement grand par rapport à votre situation actuelle que ça va vous obliger à vous dépasser en termes de méthodologie de travail, en termes de discipline et d'hygiène de vie. Et ce dépassement-là, lui par contre, il va être utile en première année. D'ailleurs, je pense de plus en plus organiser quelque chose comme ça, une sorte de mini prépa pour les étudiants en terminale, mais pas avec les conneries de on vous donne des cours de médecine en avance que vous allez réviser le week-end en plus de vos cours de terminale et que vous allez oublier pendant l'été et qui vont vous servir à rien pour le reste de l'année, mais plutôt quelque chose qui se concentre à 100% sur la méthodologie de travail pour vous faire péter pendant le bac. Et en vous faisant péter pour le bac, eh ben, on augmente votre chance de réussite à la médecine, que vous veniez chez nous ou non, on s'en fout. Donc finalement, pour la question de Domingo, est-ce que c'est suffisant de travailler 2 heures par jour en première? Oui, c'est largement suffisant. Moi, mon parcours, c'est que j'ai redoublé en 3e au collège, puis j'ai été un élève moyen au lycée, et c'est qu'en première année de médecine où vraiment je me suis révélé, je me suis dépassé, j'ai mis en place ma discipline, ma méthode de travail, et c'est là que j'ai tout pété. Te prends pas la tête dès la première, fais en sorte d'être le meilleur de ta classe, mais pas pour être le meilleur de ta classe, juste pour faire un dépassement de toi qui te sera utile pour la suite. Ensuite, on a une question de Shai HL. Alors pour toi, une femme pourrait-elle fonder une famille en parallèle des études de médecine comme toi? Donc moi, la petite histoire, c'est je me suis marié pendant la première année de médecine, j'ai eu un premier enfant pendant la 3e année de médecine et un deuxième enfant pendant la 6e année, il me semble, ou la 7e. Bref, j'étais interne à ce moment-là. Et donc c'est vrai que c'est différent en tant que père, c'est pas toi qui accouches, c'est pas toi qui es enceinte, donc c'est toute une autre histoire, c'est tout un autre délire. Mais est-ce que c'est possible d'être maman et étudiant en médecine? La réponse est totalement oui. En gros, la question que je veux que tu te poses, c'est dans l'histoire des étudiants en médecine, tout pays confondu, est-ce que quelqu'un a déjà eu une situation pire que la mienne et a quand même réussi? 99,99% de chances que la réponse soit oui. Et donc si la réponse est oui, c'est que c'est possible. Et quand je vous dis ça, c'est pas une phrase anodine de développement personnel à 2 balles qu'on retrouve dans les livres, c'est vraiment ce que je me disais moi quand j'étais en première année de médecine. Je me disais ok, là par exemple, je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital,
l'hôpital, j'étais hospitalisé pendant ma première année de médecine et je me disais, ok, est-ce que quelqu'un avec une situation pire que la mienne a déjà réussi la première année de médecine? Si la réponse est oui, c'est que bon, je ferme ma gueule et l'objectif c'est juste de réussir et de faire encore mieux que les autres. Et la réponse, bah forcément c'est oui. Il y a des gens qui sont en médecine, qui sont diabétiques, qui font des hypoglycémies H24, qui sont mal régulés. Il y a des gens qui ont des lourdes maladies chroniques, il y a des gens qui ont la mucoviscidose qui font médecine. C'est un autre délire. Toi, tu es là avec ton petit problème, c'est rien du tout. Et concrètement, oui, j'ai déjà même accompagné des étudiantes en médecine. Donc je me souviens d'une qui était en 2e année, il me semble. Non, elle était en 3e année et qui a réussi en ayant 2 enfants. Et même là, elle en a un 3e qui est en route. Dédicace d'ailleurs si tu te reconnais. Et même, il y a des dizaines de comptes Instagram maintenant de mamans médecine, de même mamans qui reprennent les études de médecine à 30 ans alors qu'elles ont des enfants en bas âge, elles sont enceintes, etc. Tout a été fait, on n'est pas exceptionnel. Tout le monde a déjà tout fait avant nous, c'est juste une question de réussir à se dépasser soi-même. Dis-toi qu'il y a vraiment très peu de chances pour que ça soit toi qui défriche en premier un terrain jamais exploré en fait. Ok, maintenant on a une question de Tis9844 sur YouTube. Du coup, tu fais ça pour l'argent? Ok, cette question va me faire rire. Je pense que quand il dit tu fais ça, je pense qu'il parle de la médecine. Donc il y a un tabou en fait avec les études de médecine et surtout un tabou avec le métier de médecin. Parce que le métier de médecin, on a mis une étiquette dessus. C'est un métier passion, c'est le métier d'aide aux autres. Et donc c'est impossible de parler d'argent, c'est impossible de vouloir gagner de l'argent en étant médecin. C'est impossible d'aspirer à une élévation sociale en voulant être médecin. Si tu fais médecin, c'est juste parce que tu veux travailler 12 heures par jour, à soigner des gens tout le temps et puis sacrifier toute ta vie, toute ta famille, toute ta santé mentale, toute ton énergie, toute ton existence pour les bienfaits de la médecine. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Et ça, c'est un truc qu'on sort en France surtout, hein, mais dès qu'on va à l'étranger, le discours est totalement différent. De toute façon, dès qu'on va à l'étranger, la mentalité, elle change totalement en ce qui concerne l'argent. C'est beaucoup moins un tabou et c'est beaucoup plus ouvertement cherché par les gens parce que l'argent, c'est un outil, ok? L'argent, c'est pas un but en soi. On fait pas les choses pour avoir de l'argent, on fait les choses pour un but et pour atteindre ce but, en général, il faut de l'argent. Donc, par exemple, moi, pourquoi est-ce que j'ai fait médecine? J'ai fait médecine pour plusieurs choses. Déjà parce que j'ai un intérêt scientifique et j'ai une affinité avec cette matière. C'est la biologie que j'adorais le plus quand j'étais au lycée. Ça m'intéressait beaucoup, ça me passionnait, mais pas non plus au point de ne pas endormir la nuit, de lire des livres de biologie en dehors des cours. C'est juste, c'était ma matière favorite. Donc j'avais une certaine affinité avec les études de médecine. Autre chose, je voulais un métier qui me donne une certaine liberté. Et comment est-ce qu'on obtient une certaine liberté? On l'obtient en ayant des compétences assez rares et assez utiles pour pouvoir imposer ses propres conditions. Ok, donc il faut bien que tu comprennes cette phrase. Si tu veux être libre, il faut que tu puisses imposer tes conditions. Et pour imposer tes conditions, il faut que tu sois peu remplaçable. Donc il faut des études avec une forte barrière à l'entrée. C'est pour ça que tu peux avoir un doctorat en sociologie, mais ne pas trouver de travail, avoir du mal et surtout être ultra remplaçable parce qu'il y a très peu de barrières à l'entrée. Et ça, c'est pas moi qui le veux, c'est pas parce que je suis méchant, c'est pas parce que je suis capitaliste, c'est parce que c'est la loi du marché. Si tu veux avoir un métier rémunérateur et pouvoir poser tes conditions, il faut que le marché ait besoin de toi et il faut que tu aies des compétences utiles au marché. Donc intérêt personnel pour la science, plus vouloir un métier qui me rend libre, plus vouloir un métier toujours utile dans toutes les circonstances. Si demain la société s'effondre et qu'on retourne, je sais pas moi, à l'âge de pierre, il y aura toujours besoin de médecins. Et ensuite, un autre critère, c'était l'élévation sociale. J'ai toujours eu une grosse frustration pendant toute ma jeunesse sur l'échelle sociale. Comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos et dans les lives, quand j'habitais dans un quartier, la mairie organisait tous les étés une sorte de voyage avec les jeunes du quartier et on allait dans le sud, des fois on allait au ski et on allait du coup au contact des gens de l'échelle sociale supérieure. Et à chaque fois que je revenais, j'avais un gros coup moral, je me disais attends, c'est-à-dire que là moi, pendant que je suis là en train d'être assis en bas de la tour, il y a eux qui vivent ça à côté, c'est leur quotidien, c'est tous les jours. Et plus les années passaient, plus j'ai grandi avec une énorme frustration et j'ai voulu vraiment péter l'échelle sociale. C'est pour ça que même aujourd'hui, en ayant fait médecine et en étant devenu médecin, j'ai toujours envie d'aller encore plus loin parce que j'ai ce truc en moi au fond qui veut tout péter en fait. Je veux vraiment monter encore et encore. Et enfin, bien sûr, ça reste un kiff de soigner des gens, de faire un diagnostic, de prescrire, d'avoir la responsabilité. C'est toujours un truc que j'ai voulu faire. J'aime pas aussi avoir une hiérarchie. Je veux pouvoir prendre mes propres décisions et être responsable de mes décisions. Donc c'est vraiment le métier qui cochait toutes les cases. La seule case qui était vraiment relou, c'était les 10 ans d'études que je me suis tapé. Mais bon, on peut pas faire autrement. Et à l'époque, j'étais pas encore assez conscient de ce que représentait 10 ans en fait. Ok, ensuite, on a 3 questions de Kirk Ayoub sur YouTube. Quand tu es médecin, au fond, tu te dis que ton taf, c'est de soigner un corps ou de t'occuper d'une personne. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue parce qu'en fait, les études de médecine sont faites de sorte à ce qu'au début, on étudie le microscopique et ensuite, on
grossit de plus en plus. Donc on va dans la cellule, on va dans l'ADN, on va dans la biochimie pendant la première année de médecine. Ensuite on fait la physiologie, ensuite on fait la physiopathologie et après on s'occupe vraiment de ressenti patient, relations médecin-malade, etc. Donc on commence du tout petit, ensuite on va vers le plus gros. Donc au début on est vraiment formé à penser machine, réparation de machine, la machine déconne, qu'est-ce qui se passe? Et c'est après, avec la pratique, avec les discussions avec les médecins seniors, avec aussi la relation avec les patients, que cette dimension médecin-malade commence à se créer. Après elle est plutôt naturelle chez certaines personnes qui arrivent directement avec énormément d'empathie, une très bonne connexion avec les gens. Et il y a d'autres personnes comme moi qui ont beaucoup plus de mal au début, qui manquaient d'empathie, qui voyaient les choses un peu plus comme un robot et pour qui ça peut être compliqué. Mais ça s'apprend. Ensuite, la relation avec un patient, c'est un truc que tu bosses ou ça vient juste avec le feeling? Ouais, donc c'est ce que je disais. Au début, avec le feeling pour certains et ça s'apprend pour d'autres. Certains l'ont jamais appris et l'apprendront jamais. D'autres l'apprennent petit à petit sur des années. Pour certains, ça va plus vite et pour d'autres, c'est vraiment inné, c'est naturel. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des gens qui ont appris un peu lentement, quoi. Ensuite, entre garder une distance professionnelle et être humain, tu arrives à toujours trouver le juste milieu. En fait, moi, je pense pas qu'il y ait un juste milieu inamovible, la relation parfaite médecin-patient et tu dois l'appliquer à tout le monde. Il y a des consultations où je vais être plus relax, plus relâché, je vais déconner avec le patient ou alors ils vont me raconter des problèmes perso, etc. Et il y a des consultations où je suis beaucoup plus professionnel, froid, carré, parce que le patient s'y prête pas, parce que des fois le patient est relou, des fois il est mal poli, etc. Et on casse le truc, ok vas-y on fait le truc vite fait et ensuite on passe à autre chose. En fait moi j'ai jamais été très à l'aise avec ce truc actuel de vraiment horizontaliser au maximum la relation médecin-malade. Je sais pas, je trouve que ça se prête pas à toutes les situations. Il y a des gens qui veulent pas aussi, il y a des gens qui aiment bien avoir une relation verticale, il y a des gens qui veulent être ultra horizontaux. Il faut s'adapter à chacun en fait. Le truc de toute relation médecin-malade doit être horizontale, le patient l'inclure, etc. Il y a des gens ils veulent pas, ils ont pas envie de se prendre la tête. Il y a des médecins qui veulent pas aussi. Et c'est bon, c'est pas la fin du monde. Ensuite, une question sur Instagram de Noyems158. Est-ce que tu avais un plan B en cas d'échec en redoublant la PACES? Non, j'avais absolument aucun plan B. Donc le plan A c'était de réussir médecine. Le plan B c'était de réussir médecine. Moi le deal que j'avais à la base c'était bon, je voulais me marier et la condition pour pouvoir me marier c'était de réussir médecine. Donc j'avais une double pression en fait, une double responsabilité. Et en fait, je me voyais absolument pas échouer. C'était juste question de vie ou de mort et j'imaginais même pas un monde où je pouvais échouer. Je me posais pas la question. La question, c'était pas est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais échouer. C'était à quel point je vais être proche du top du classement en fait. J'essaie de me remettre dans ma peau à cette époque-là. La mentalité que j'avais, c'était vraiment de la survie totale en fait. C'est comme si t'étais, je sais pas, dans la savane face à un lion. T'es pas en train de te demander est-ce que je vais réussir à m'enfuir, etc. Juste tu t'enfuis et c'est tout. C'est l'adrénaline qui joue. T'as ton pic de cortisol, t'as les yeux écarquillés et puis c'est bon, tu fonces. Et bah moi j'étais pareil en fait, j'étais dans une sorte de bulle. J'ai même des sortes de trous noirs de cette période-là, même de la première à la deuxième, troisième année à peu près, où j'étais tellement dans une routine, tellement dans une bulle et j'étais tellement focus qu'il n'y avait plus rien autour en fait. C'était la perfection totale, j'étais totalement aligné avec ce que je voulais et il n'y avait rien qui pouvait me déconcentrer de mon objectif. Je me suis tellement mis dans ma bulle que si j'avais pas un appel par exemple avec quelqu'un, il m'arrivait de passer 2 semaines, 3 semaines sans avoir ouvert ma bouche. Je me rappelle des fois sur le chemin de la fac, je faisais juste un petit bruit comme ça avec ma bouche, je faisais ah, juste pour vérifier que j'avais encore la parole, tellement que ça faisait des semaines que j'avais pas parlé à quelqu'un. Donc j'étais totalement focus. Une question de Dylan Nir sur Instagram. Comment avez-vous choisi votre spécialité? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Alors en fait, je me suis posé la question après tous les stages à l'hôpital. Est-ce que je veux faire une spécialité? Est-ce que je vais faire médecine générale? Et est-ce que j'ai envie de faire 4 ans d'internat, 3 ans d'internat, 6 ans d'internat, etc. Donc moi, j'étais déjà père à cette époque-là. Je voulais fonder une famille, je voulais être libre plus vite. En fait, au bout d'un moment, j'ai compris que je voulais pas de l'hôpital, je voulais du privé. Je voulais pas mettre la médecine au centre de ma vie. Donc je voulais être médecin et faire autre chose à côté. Je voulais que médecine, ça soit une partie de mon expérience professionnelle, de ma vie professionnelle, que ce soit pas la totalité. Et en plus, j'ai commencé à développer la cervelle à côté. Et la cervelle, ça commence à apprendre, je commence à avoir de bons retours, je commence à avoir aussi de l'argent qui rentre, etc. Je fais, ok, je vais développer la cervelle. La médecine, je vais valider mes trucs. Moi, je vais faire médecine générale parce que ça va me permettre de... En fait, comme j'avais pas un truc fixe totalement à 100%, je me dis, je vais prendre ce qui me permet d'être le plus large. Je me dis, ok, je vais faire médecine générale. Comme ça, je peux faire de l'esthétique, je peux faire de l'échographie, je peux aller dans des services à l'hôpital, je peux travailler aux urgences, je peux aller à l'étranger, etc. Donc, je fais un truc large et ça va me permettre de faire du business à côté, de développer mes projets. Si je veux faire de l'immobilier, je peux faire de l'immobilier. Si je veux lancer la cervelle, je peux lancer la cervelle et au moins, je suis tranquille sur ce point-là. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, j'étais vraiment relax pour les EDN. Je profitais de ma famille, je bossais tranquillement, j'allais à mes stages. Alors moi, je ne me suis pas pris la tête. C'était en pleine période Covid. Moi, j'étais vraiment à l'aise, j'étais sans pression, tout s'est bien passé. Après, j'ai eu une petite période en premier semestre de l'internat. Donc, j'ai commencé directement mon premier stage chez le praticien. Donc,
donc j'étais chez plusieurs médecins généralistes. Et là, vraiment, j'ai eu une grosse remise en question. Je me dis, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai tellement détesté ce stage-là que ça a remis en perspective toutes mes décisions. Après, ça allait beaucoup mieux parce que, en fait, pendant ce stage-là, pendant les 2 premiers mois, limite, j'étais déprimé. Je me disais, mais attends, parce que c'était ça, en fait. C'était horizontalité, suivi des patients chroniques et tout ce qui m'intéressait vraiment pas beaucoup. Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien faire du diagnostic, faire de l'aigu, etc. Mais je voulais surtout pas être urgentiste parce que c'est pas du tout la vie que je voulais. Donc, au bout de 2 mois, il me semble, dans le cabinet, je me suis dit, ok, donc là, ça va pas. Je me vois absolument pas faire ça de ma vie. Je vais voir ce que je peux faire avec. Je m'étais renseigné pendant l'externat, mais je n'étais pas allé au bout. Donc, j'ai pris l'annuaire. J'ai regardé les médecins dans la zone qui avaient une pratique un peu atypique. J'ai regardé ceux qui étaient déconventionnés. J'ai regardé ceux qui faisaient, par exemple, de la greffe de cheveux, du laser, de l'esthétique. J'ai demandé à mes maîtres de stage s'ils en connaissaient, etc. Et bon, j'étais dans un lieu assez restreint, donc il n'y en avait pas énormément. Mais j'ai pris ma voiture, je les ai appelés directement. Je leur ai dit, ok, vous finissez à quelle heure? Je viens au cabinet après votre dernier patient. Et je venais et je discutais avec eux. C'est quoi votre parcours, votre pratique, etc. Et il y en a qui faisaient de l'immobilier à côté, il y en a qui faisaient ça à côté, etc. Et là, ça m'a vraiment ouvert. J'ai fait, ouf, ok, c'est bon, ça va mieux. J'avais aussi rencontré un médecin retraité qui était dans la même salle de sport que moi. Et lui, il faisait des Evassan. Donc, il habitait proche d'un aéroport. Il était engagé par une compagnie et il avait toujours une valise prête dans sa chambre. Et la compagnie, elle lui disait, elle appelle, par exemple, demain, on a un patient à transporter à New York. Ok, vas-y, il va dans l'avion avec lui et avec le patient, il s'occupe de lui, il fait en sorte que tout va bien. Ensuite, il revient. Ok, il revient. Là, maintenant, il y a un patient à transporter, je sais pas moi, en Turquie. Ok, il doit être prêt, il doit venir, etc. Et donc, il faisait ça, il faisait un peu d'intérim à côté. C'était un retraité, il était bien. Donc là, vraiment, je me suis dit, ok, c'est bon, tout va bien. J'ai plein de trucs à faire à côté. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. Et j'ai découvert encore plus concrètement que la médecine générale, c'était vraiment ultra large. Donc là, on a 2 questions qui sont à peu près similaires. C'est une question de Nouaw et de Guillaume Bucteau. Comment vois-tu l'avenir de la médecine en France et est-ce qu'il y a un bon rapport entre les sacrifices donnés et la qualité de vie obtenue? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Déjà, la première, c'est quel est l'avenir de la médecine en France? Donc moi, je pense que de toute façon, c'est l'avenir de la médecine en France est relié à l'avenir de la France tout court. Et la France, c'est quoi? C'est des dépenses publiques de plus en plus grandes avec des impôts de plus en plus élevés et une efficience de l'utilisation des impôts de plus en plus faible. Donc en gros, on a un service public qui est de plus en plus obèse, qui demande beaucoup d'argent, mais sans que ça se justifie dans les résultats obtenus. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup d'administratifs. Quand tu payes tes impôts pour la santé, ça va pas dans la poche des médecins, ça va dans la poche de toutes les strates qu'il y a avant. Et il y a un gros manque d'efficacité. Et ça risque pas de changer parce que les gens aujourd'hui en France n'arrivent pas à comprendre le problème et ils n'arrivent pas à comprendre que le problème vient de l'État, la gestion de l'État, les dépenses de l'État et pas de taxer les riches ou alors augmenter les taxes à droite à gauche. Donc tu as une sorte de haine entre guillemets des médecins en France parce que c'est des gens qui gagnent assez bien leur vie et ce qui aide pas bien sûr à améliorer et à faire valoir les droits des médecins et améliorer la pratique, améliorer les conditions de travail parce que en gros ils sont pas aidés par la population. Et si un médecin vient se plaindre, on va lui dire oui parce que t'es un anti, t'es qui toi pour te plaindre, regarde moi je suis au SMIC, etc. Bref, des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Et donc où ça va tout ça? Bah pour moi ça va à l'effondrement. Je vois vraiment aucun autre scénario possible. Je sais que je peux paraître pessimiste, mais en fait c'est vraiment plutôt du réalisme. Je vois aucun scénario possible en France où tout va s'inverser et tout va devenir génial. Pour moi ça a besoin de s'écrouler pour qu'à l'écroulement on puisse voir vraiment ce qui va pas et ensuite on pourra peut-être reconstruire quelque chose de meilleur sur les cendres de l'ancien système. Donc si tu comptes vraiment faire médecine et tu te projettes vraiment à 100% en France, je pense qu'il faut t'attendre quand même à des jours un peu difficiles, mais tu as une compétence qui est ultra valorisée, qui est ultra importante et qui est demandée un peu partout dans le monde. Et donc ça fait le lien avec la suite de la question. Est-ce que le rapport entre les sacrifices réalisés pour les 10 années d'études et la qualité de vie que tu obtiens est encore valable? Pour moi la réponse c'est, malgré tout ce que j'ai dit, c'est oui, parce que ça te donne une certaine liberté. Et c'est ça le plus important. En fait, quand tu fais médecine, tu le fais aussi pour atteindre une certaine liberté. Parce qu'en ayant des compétences à haute valeur ajoutée, dans un monde où on a besoin de toi partout où il y a un humain, tu as forcément moyen de t'en sortir et c'est beaucoup plus facile en tant que médecin que dans plein d'autres professions. En fait, c'est simple pour moi. Soit tu choisis la voie des études et dans ce cas-là, tu fais forcément des études qui sont ultra demandées par le marché actuel et le marché futur. Il faut savoir anticiper les besoins du marché. Soit tu fais de l'entrepreneuriat, mais faire des études mid entre les deux où tu sais pas vraiment si le marché du travail va t'obtenir quelque chose, je sais pas moi, sociologie, histoire de l'art, etc. Tous ces trucs-là, c'est de la perte de temps, même commerce, si tu es dans des trucs un peu mid. En fait, soit tu fais le top
niveau dans les études. Et le top niveau, c'est pas forcément le top niveau intellectuel. Je suis pas en train de dire qu'il y a une certaine élite intellectuelle et que les autres valent rien. Ce que je suis en train de dire, c'est le top des études, c'est ce dont le marché a besoin demain. Que tu le veuilles ou non, on est dans un monde capitaliste, ça sera toujours comme ça va pas changer et c'est le marché qui décide. Si tu fais des études qui correspondent pas au marché, tu vas galérer plus tard et tu vas te retrouver avec tous ceux qui font des posts ou des trades sur X en disant voilà, c'est pas normal, j'ai fait bac plus 8, bac plus 10, mais je trouve pas de travail. Oui, parce que tu as fait des études qui ne sont pas utiles au marché. Et pour la médecine, il y aura toujours un marché parce que tant qu'il y a des humains, on aura besoin de toi. En fait, la médecine, ça fait partie des besoins primaires dans la pyramide de Maslow, dans la sécurité, santé, etc. La médecine fait partie des besoins primaires et en faisant partie des besoins primaires, ça te donne une certaine liberté puisque tu es utile. En étant utile, tu peux imposer tes conditions. Donc, si ça va pas en France demain, tu peux décider soit rester en France mais changer ta pratique, tout déconventionner totalement et bref, il y a toujours des solutions. Soit tu peux décider de partir à l'étranger, comme de plus en plus de médecins font aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ça sera jamais un diplôme qui te sert à rien et que tu devras jeter à la poubelle. Ok, donc là on a des questions autour de l'expatriation. Donc une question sur YouTube de Iliani Nom. Quels sont les avantages et inconvénients de pratiquer la médecine générale en dehors de la France, si possible au Maroc, si tu connais le système là-bas? Donc non, je connais pas à 100% le système marocain, mais dans tous les cas, si tu vas t'expatrier, c'est pas pour faire du service public. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'au Maroc, un médecin généraliste, il a une consultation entre 25 et 40 euros. Ça dépend des villes, ça dépend des localisations. Donc c'est autant, voire même plus qu'un médecin généraliste en France pour un pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas, où les charges sont moins élevées et où le coût de la vie est inférieur. Donc oui, je connais plusieurs médecins qui se sont expatriés au Maroc et qui exercent là-bas, même certains qui font l'aller-retour France-Maroc, qui ont un cabinet en France, un au Maroc, mais je suis pas expert dans le domaine, je peux pas te dire exactement comment ça se passe. Par contre, peu importe le pays qui t'intéresse, il y a toujours des groupes Facebook de médecins du pays qui s'accompagnent, qui se donnent des bons plans, qui se donnent les démarches et qui te font un retour réel du terrain. Il y en a un pour le Maroc, comme il y en a plusieurs pour le Maroc, il y en a aussi pour l'Algérie, pour la Tunisie, pour le Canada, la Suisse, l'Allemagne, bref, il y a vraiment énormément de pays. Une question de Ambitious19, j'ai échoué en passe 2024-2025 car j'étais hospitalisé, ce qui m'a fait rater. Donc j'ai décidé de me réorienter pour faire ingénieur et après retenter médecine à l'étranger, surtout au Canada. Tu en penses quoi? En fait, si tu fais ingénieur juste en tampon le temps de faire médecine, vaut mieux directement à te lancer dans les études de médecine. Je vois pas pourquoi tu fais une période tampon comme ça. Si tu sais que tu veux faire à l'étranger, pars directement à l'étranger et va faire ce que tu veux faire là-bas. La seule raison valable pour moi d'attendre d'avoir une période tampon, c'est travailler pour mettre de l'argent de côté et pour encaisser les études après. Mais si c'est faire des études en attendant de faire d'autres études, je vois vraiment pas l'intérêt. Pour travailler à l'étranger, est-ce que tu conseilles plus de choisir odonto ou médecine? Moi, je te conseillerais toujours de faire médecine plutôt qu'odonto pour travailler à l'étranger parce que c'est plus facilement exportable. Et il y a plus facilement des conventions de reconnaissance automatique du diplôme en médecine qu'en dentaire. Après, est-ce que ça veut dire que dentiste ou orthodontiste, c'est un mauvais métier pour s'expatrier? Absolument pas. C'est toujours un métier qui est à haute valeur ajoutée, qui est bien demandé, qui est très utile, dont on a besoin partout à travers le monde tant qu'il y a un humain présent. Donc pour moi, le choix, c'est surtout est-ce que tu aimes plutôt une filière ou une autre? Est-ce que tu es prêt à encaisser les 10 années d'études de médecine? C'est sur ça que tu vas faire le choix, pas sur est-ce que c'est plus facilement expatriable. Dans tous les cas, tu trouveras une solution, que ce soit avec l'un ou l'autre. Une question de Onono, quels sont les pays où la médecine générale en particulier est bien valorisée en termes de revenus? Je te mets ici la carte des revenus européens pour la consultation de la médecine générale. Tu peux voir qu'en gros, il suffit juste de passer une frontière et que ça sera mieux reconnu et même valorisé qu'en France. Après, fais attention quand même à l'Angleterre. À l'Angleterre, c'est un système quand même assez pourri, c'est même encore pire qu'en France avec le système de santé qui verrouille absolument tout. Les patients n'ont pas le choix de leur médecin, il y a des délais d'attente monstrueux, c'est vraiment, pour moi, le système de santé anglais est pire que le système de santé français. Mais sinon, la Suisse, l'Allemagne, c'est les pays plutôt favorisés par les expatriés français. Et après, en dehors de l'Europe, tu as le Maghreb, particulièrement le Maroc, les Émirats, Canada, Australie. Question de ALVS, comment as-tu fait pour faire l'expatriation? Donc l'hijra, c'est l'expatriation. En fait, c'est simple, le fait d'avoir un doctorat de médecine avant mon diplôme, ça me permet de souffler, de se dire, ok, c'est bon, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Je peux prendre des risques et même si ça va pas, dans le pire des cas, j'irai dans un pays me poser, faire de la consultation, il n'y a aucun problème. Donc dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai exercé pendant à peu près 1 an, il me semble, dans un SOS et c'était le temps de mettre de l'argent de côté, pouvoir préparer l'expatriation. Et une fois que tous les voyants sont passés au vert, et ben, je ne me suis pas posé 40 000 questions, je me suis lancé. En fait, au bout d'un moment, il faut juste se lancer, prendre des risques, assurer les arrières, donc un diplôme, de l'argent de côté, et puis c'est bon, on prend les billets, on vend tout ce qu'on a à vendre et on part directement. Et donc ça me permet de répondre à la question, qu'est-ce que je fais maintenant avec la médecine? Est-ce que j'arrête médecine? En fait non, j'ai décidé
décidé de faire une année au moins off totale. Donc c'est-à-dire que là, je peux faire de la téléconsultation si je veux. J'ai mon ordi là, je me connecte, je fais de la téléconsultation, je suis payé, c'est du salariat en plus aussi. Donc je pourrais être tranquille, me dire ok c'est bon, tous les mois j'ai une paye. Mais j'ai décidé de vraiment tout couper net avec la médecine pendant un an, histoire de voyager, voir d'autres choses, me changer les idées après les 10 années d'études plus une année de pratique, découvrir de nouvelles choses, lancer des projets dans l'entrepreneuriat, dont la Cervelle bien sûr. J'ai lancé la prépa à la Cervelle qui a eu un très bon succès cette année. Mais je suis aussi en train de me former dans d'autres secteurs pour lancer d'autres projets à côté. L'objectif c'est vraiment de cartonner au niveau entrepreneuriat et ensuite de faire de la médecine plaisir pour le kiff en plus à côté. Ou alors de lancer vraiment des projets spécifiques médecine. C'est des choses qui me trottent dans la tête et j'ai besoin de couper et réfléchir à tout ça, me former et ensuite prendre des bonnes décisions pour la suite. Question de Hello LJ2SN, plusieurs questions. Donc, qui gagne le plus entre la filière médecine et odonto? Quelle est la spécialité en médecine qui gagne le plus avec la meilleure qualité, liberté, salaire? Ok, on voit que la question de l'argent, tu travailles beaucoup. Hello, bon, c'est bien, hein. Comme je vous ai déjà dit plein de fois, l'argent, c'est absolument pas un tabou ici. Et c'est une question vraiment importante à prendre en compte. Et si tu mets l'argent dans le tabou, tu vas prendre des mauvaises décisions que tu vas regretter plus tard. Parce que quand ce tabou va sauter chez toi, ça sera trop tard parce que tu auras déjà pris énormément de décisions qui auront impacté ta trajectoire de vie. Donc vraiment, fais sauter le tabou de l'argent et pose les questions, il n'y a aucun problème. Mais par contre, le problème que je vois dans cette question, c'est que tu as encore trop une mentalité de salariat. Quand tu es libéral, quand tu fais l'entrepreneuriat, c'est plus seulement une question de quelle spécialité gagne le plus, etc. C'est une question de pratique, de comment tu fais ta pratique, combien d'heures tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans ta pratique. Parce que même au sein d'une spécialité, il y a des grandes disparités. Parce qu'il y en a qui font juste de la téléconsultation toute simple, il y en a qui vont faire des gestes, il y en a qui vont travailler plus, il y en a qui vont travailler moins, il y en a qui vont faire plus d'heures, moins d'heures, etc. Tu peux pas juste penser en, si je te dis par exemple tout de suite, je sais pas moi, un radiologue, ok, vas-y, c'est bon, vas-y, je vais prendre radiologie. Mais non, ça n'a rien à voir. Il faut penser libéral. Et pour penser libéral, il faut penser qu'est-ce que je pourrais faire autour de cette spécialité. Et pareil, dans médecine versus dentaire. Il y a des dentistes qui gagnent beaucoup plus que les médecins et il y a des médecins qui gagnent beaucoup plus que la moyenne des dentistes. Et ça dépend du pays dans lequel tu exerces, du type d'activité que tu fais. Par exemple, un médecin esthétique hyper réputé avec un gros cabinet qui tourne très bien, il va gagner beaucoup plus qu'un radiologue à l'hôpital, alors que la spécialité radiologie, il gagne plus en moyenne que la spécialité médecine générale. Donc vraiment, je veux que vous sautiez ce truc-là de la tête parce que ça vous enferme dans des spécialités alors que vous devriez choisir quelque chose qui vous plaît et ensuite vous mettre dans le logiciel entrepreneur pour voir comment faire en sorte d'avoir la meilleure qualité de vie avec les outils que vous avez. Et la meilleure chose à faire, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc. Moi, j'ai fait la corde médecine. Ok, c'est bon, j'ai mon arc médecine. Si j'ai besoin de tirer des flèches de médecine, je tire des flèches de médecine. Si j'ai besoin de gagner de l'argent, aller chasser avec la médecine, je vais chasser avec la médecine. Par contre, j'ai envie d'avoir plusieurs autres cordes. Donc, corde entrepreneur, corde immobilier, corde business, corde etc. Ajouter des cordes encore et encore. Au sein de la médecine, ajouter une corde, par exemple, échographie, ajouter une corde esthétique, ajouter une corde anti-âge. Bref, ajouter plein de cordes à mon arc pour être ultra versatile et pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Je sais pas, moi, je trouve ça chiant de se poser dans un service et puis de passer, 40 ans de sa vie, toute sa carrière dans le même service augmenté, passer de assistant à PH, ensuite à PUPH, etc. Ça m'intéresse pas. Tout comme ça ne m'intéresse pas non plus de créer un cabinet et même le faire grossir dans la même zone pendant des années. C'est ce qui m'a donné le vertige quand j'étais en stage de médecine générale et même quand je suis passé chez certains spécialistes. Donc, je veux vraiment que vous sortiez ce truc de la tête. Il y a même des kinés qui gagnent plus que des médecins. C'est une question de pratique, de mode d'exercice, de business, d'entrepreneuriat. Donc, même si oui, je suis libéral et j'ai pas de tabou avec l'argent, je vais vous donner les conseils de ne pas choisir une spécialité uniquement sur la moyenne des salaires que tu peux voir, mais vraiment un truc que tu kiffes et tu verras avec ce que tu kiffes, tu arriveras à faire de l'argent, il n'y a aucun problème. Une question de Alban Dubus. Est-ce que tu recommanderais de refaire médecine après pharmacie vers la fin de la trentaine ou trop compliqué selon toi en temps d'organisation, vie pro, vie perso? Pareil, la question c'est pourquoi est-ce que tu veux faire médecine alors que tu as déjà un doctorat en pharmacie qui t'ouvre énormément de portes, tu as énormément de possibilités. Il y a plusieurs métiers en fait, dans la pharmacie. Pharmacien, c'est pas un métier, c'est des dizaines et des dizaines de métiers différents. Donc pourquoi est-ce que tu veux faire médecine? Et ensuite, est-ce que c'est juste parce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est parce que tu as une vraie passion dans ce métier-là? Donc si c'est parce que tu te dis oui, je gagne pas assez avec pharmacien et je vais gagner plus d'argent, pour moi non, ça vaut pas le coup. Arrête ça tout de suite. Améliore ton arc pharmacien, fais en sorte qu'il tire de meilleures flèches. Si c'est parce que la médecine te passionne, trop bien, t'es pharmacien, t'as un métier qui est assez rémunérateur, tu peux déléguer plein de choses, tu peux gérer ça à côté et ça te permet d'avoir un certain confort pour la gestion des études de médecine. Parce que oui, il n'y a pas de problème, tu peux très bien faire tes études de médecine et travailler à côté. Il y a plein d'étudiants qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, toi tu as le choix et tu gères ton temps de travail pour que ça puisse couvrir tes charges en étant tranquille au niveau de tes études. Si c'est une question d'âge, tu as peur de reprendre des études à 30 ans, j'ai eu des gens en appel qui sont entrés dans la médecine à 40 ans. Là, il y a une semaine, 2 semaines, j'ai eu un retraité qui m'a contacté parce qu'il veut reprendre des études de médecine. Vraiment, l'âge, c'est vraiment pas un problème et surtout à 30 ans, quoi. T'es jeune encore à 30 ans, tu peux te lancer dans des études sans problème.
En fait, il faut te dire que dans tous les cas, si Dieu te prête vie, tu auras 40 ans. Donc à 40 ans, est-ce que tu vas arriver médecin ou est-ce que tu vas arriver en te disant j'aurais dû faire médecine et j'ai perdu 10 ans. Donc pose-toi la question, quelle vie je veux plus tard? Est-ce que je peux l'atteindre avec médecine ou sans médecine? Est-ce que médecine c'est vraiment indispensable pour avoir cette vie-là? Si tu peux avoir la vie que tu veux sans médecine, ça sert à rien de le faire. Si la médecine est une partie intégrante de la vie que tu veux dans 10 ans, il faut le faire. Ok, j'essaierai de faire plus souvent des FAQ comme ça, c'était intéressant, ça m'a permis moi-même de réfléchir et de poser des mots sur des choses auxquelles je pensais. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et si tu es étudiant en médecine de la première année à la 5e et que tu as besoin d'aide pour les révisions, que ce soit pour préparer le concours ou alors préparer les EDN, tu peux prendre rendez-vous avec nous grâce au lien dans la description. On va s'occuper de toi de A à Z, 7 jours sur 7 avec une méthode de travail personnalisée qui te correspond vraiment et un suivi dans ton hygiène de vie au niveau mental, au niveau sportif. On va te traiter comme un sportif de haut niveau pour faire exploser ta performance. Réserve un appel avec le lien dans la description, ça ne t'engage en rien et on fera le point sur ta méthode de travail pour voir ce qui cloche et comment on pourrait t'aider.